Bonjour à tous ceux qui sont là. Donc, on va lancer le nouveau Tuto Your Tools sur HubSpot avec Emmanuel aujourd'hui. Donc, Emmanuel va pouvoir nous parler de son... Alors, je suis désolée, je regarde mon écran en même temps parce que j'accepte les gens qui se connectent. Donc, on va revenir sur l'utilisation d'HubSpot côté Vertigo. N'hésitez pas à poser des questions dans la conversation. Moi, je vais les regarder et je me permettrai de t'interrompre, Emmanuel, si une question tombe à pic. Et puis, si ce n'est pas le cas, moi, je les mettrai de côté et puis on pourra les reprendre à la fin, une à une. Ça va pour toi, Emmanuel? Je te Ouais, laisse très la bien. main. Ok, Eh bien, c'est parti. enchanté. Bonjour à tous. Du coup, je suis Manuel Coratoras, je suis le CMO de Vertigo. Vertigo, en quelques mots, c'est une plateforme SaaS qui permet aux retailers, aux e-commerçants et aux industriels d'effectuer des prévisions sur tout leur flux M'en fous de ton stratégique. visage. Vous m'entendez? Ah, moi, je t'entends toujours. Ouais, nickel. Et donc, du coup, on édite une plateforme SaaS du coup, de forecasting et qui permet du coup à ces e-commerçants et ces retailers de faire leurs prévisions grâce à des technologies de machine learning. Donc voilà, c'est une société qui est hébergée au Palace. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui d'HubSpot avec enfin le sommaire en tout cas de ce webinaire. C'est en premier lieu quelles ont été les raisons qui ont poussé, enfin qui ont poussé moi et surtout nos équipes à souscrire à HubSpot. Euh, Qu'est-ce qu'on avait avant, comment on a fait éventuellement le switch. La deuxième partie, on verra surtout la partie UX, donc l'outil, vraiment la partie onboarding, les points forts par rapport à ce qui se fait aussi sur le marché. Dans une troisième partie, on verra aussi les principaux cas d'utilisation que notre équipe en a, sachant que voilà, on a des équipes projet, des équipes market et des équipes commerciales qui utilisent HubSpot avec différents temps forts. Et ensuite, on parlera également de comment, peut-être en filigrane, comment l'équipe Vertigo a adopté un peu l'outil. Et ensuite, on pourra éventuellement parler des outils complémentaires qui peuvent se brancher à HubSpot et qui montrent un peu l'étendue, enfin en tout cas l'extension que HubSpot peut proposer pour des marketeurs ou des commerciaux. Voilà, si ça vous va. Beau programme. Voilà. Alors, dans un premier temps, du coup, HubSpot, je vais vous parler un petit peu de Vertigo aussi, parce que c'est aussi à cet effet que j'interviens. À l'époque où je suis arrivé, donc c'était donc en mai dernier, Vertigo, ils étaient sur un CRM qui s'appelle Zoho CRM, que peut-être certains connaissent du coup. Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas quand je suis arrivé Zoho. Je connaissais le nom, mais je n'avais jamais mis les mains dedans. Et du coup, une des problématiques particulières que ce CRM avait, c'est qu'on avait du mal à suivre à un endroit ce qui se passait dans les comptes prospectés au niveau marketing, commercial. On avait du mal à centraliser l'info. Il y avait beaucoup de déperditions et assez peu de process mis en place parce que c'était un peu le début. Voilà, du coup, l'adoption de cet outil-là n'avait pas été fait suffisamment en amont. Mais en tout cas, ça avait le mérite d'exister. Donc, il a fallu du coup trouver un autre outil et il se trouve que moi, je connaissais assez bien HubSpot parce que je l'avais déjà utilisé dans mes expériences passées. Et j'ai décidé d'aller sur HubSpot parce que, dans un premier temps, c'était quelque chose qui m'a paru simple à mettre en place pour quelqu'un de non-tech. C'est-à-dire que vraiment, un CRM, on se dit, tiens, ça va être compliqué, ça va impliquer beaucoup de fichiers dans tous les sens. Et avec un petit peu d'huile de coude, des recherches V, des extractions de ton ancien CRM pour matcher avec des champs, tu arrives à peu près à switcher de l'un à l'autre. Donc, franchement, pour être honnête, ça m'a pris une semaine de faire les choses bien, de switcher les comptes, de faire les extractions de contacts, de count, d'opportunités, de notes, de messages, etc.
Euh, il y a évidemment toujours un ID unique que tu arrives à répertorier sur une extraction et donc tu arrives à matcher des champs, que ce soit avec Zoho ou avec CRM. Et donc, du coup, tu peux ensuite réimporter dans cet outil-là assez facilement. Et donc, du coup, la migration s'est faite en une semaine à peu près. Et du coup, on a choisi de partir sur un abonnement CRM plutôt Sales Pro. Donc plutôt, je réponds à la question parce que je la vois ici. J'allais te la poser. Ouais. Voilà, c'est plutôt Sales Pro. Ce qu'il faut savoir avec HubSpot, c'est que déjà d'emblée, sur la version gratuite, et ça, je pense, Raphaël pourra le confirmer, il y a énormément de choses qu'on peut faire sans payer quoi que ce soit déjà. Et ça, on va y revenir. Mais moi, ce qui m'a motivé d'autant plus, c'est que je me suis dit, tiens, OK, HubSpot, c'est très bien, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu cher. Et par rapport à d'autres solutions que nous avait présentées notamment Mathieu, c'est vrai qu'on dit, bon, Pipedrive à côté, c'est quand même bien moins cher et c'est tout autant actionnable. Donc, effectivement, c'est un petit peu moins cher, mais quand on arrive à trouver un petit peu les petites failles, tu arrives à trouver un tarif intéressant. Et du coup, je voulais vous le partager parce que moi, c'est ce qui m'a permis aussi de l'avoir sur les deux boîtes sur lesquelles je l'ai mis en place. Il y a un programme que fait HubSpot qui s'appelle, alors je vais vous le mettre en lien, attendez, je vais essayer de partager mon écran. Tac, comment on fait? Tac, partager mon écran, ok, qui s'appelle HubSpot for Startups. Et en fait, c'est assez caché, il faut un peu fouiner quand tu es sur la page tarif. Mais en gros, si tu fais partie d'un incubateur ou d'un accélérateur, etc., ou si tu as des invests qui sont référencés par HubSpot, tu es capable, enfin, ils peuvent te proposer 90% de réduction sur l'abonnement annuel pro la première année. Et la deuxième année, tu vois, c'est marqué, tu as 50%. Et ensuite, les années suivantes, c'est 25%. Donc, ce qui fait quand même que tu as quand même une belle réduction. Et le process pour y aller, c'est que tu déposes ta candidature. Je vous conseille quand même de faire d'abord référencer votre accélérateur ou votre incubateur ou éventuellement vos invests s'ils ne le sont pas déjà. Mais tu vois, je crois que tu as Station F, voilà, Station F, donc je ne serais pas étonné que nos accélérateurs et incubateurs nantais soient référencés ou en cours de référencement, donc c'est après à voir avec eux. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de bénéficier d'un tarif ultra intéressant. Et du coup, ça change un peu la donne parce qu'on se dit parfois, ah tiens, HubSpot, c'est bien, mais c'est cher, donc je me rabats sur quelque chose d'un petit peu moins cher. Ce qui a motivé aussi mon choix, c'est que non seulement, effectivement, j'avais le choix avec pléthore de CRM sur le marché. Hein. Il y a HubSpot, il y a Pipedrive, mais il y en a peut-être une dizaine aujourd'hui qui se battent en duel. Mais on va dire que les 4-5 les plus forts aujourd'hui, les trustent un peu tout le marché. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que non seulement moi je le prenais pour le côté sales et suivi, prospection, etc., mais je le prenais aussi pour le côté suivi market, automation, le côté connectivité, le côté workflow aussi. Et du coup, c'est vrai que HubSpot offre aujourd'hui des fonctionnalités gratuitement, même dans Sales Pro, euh, sur des aspects marketing qui sont assez intéressants et on va y revenir après. Et donc, du coup, ça a vraiment orienté mon choix. Je me suis dit, OK, très bien, Pipedrive, c'est top et c'est un super outil parce qu'effectivement, c'est fait pour les commerciaux par des commerciaux. Mais en même temps, les commerciaux aujourd'hui, certains ont besoin aussi d'avoir du contenu, certains pour relancer leurs prospects, certains aussi ont besoin de savoir un petit peu quand relancer leurs prospects et donc le suivi, le tracking, etc., le côté euh, le côté inbound aujourd'hui est quand même assez présent dans le SaaS. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir quand un prospect est arrivé sur ton site, quel document il a consulté, etc., pour pouvoir le relancer au bon moment. Et donc, du coup, ce pont entre le market et l'inbound et l'outbound est finalement assez évident. Et du coup, c'est ce qui nous a vraiment séduit parce qu'on avait vraiment besoin d'un outil qui nous permette
si on avait besoin d'activer quelque chose, de pouvoir l'activer. Donc, c'est une des raisons, enfin, c'est surtout la raison évidemment principale qui m'a conduit à choisir HubSpot parce qu'en plus, on avait un tarif intéressant. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui derrière, m'a plu. Et malgré le fait qu'il soit assez élevé de prime abord quand tu connais pas cette petite faille, et bah, du coup, tu reconsidères un peu la question et tu te dis, tiens, est-ce que finalement, j'aurais pas intérêt à passer sur du HubSpot. Donc voilà, en tout cas, c'est le prix d'entrée peut être en tout cas contourné euh, par ce petit truc, ce petit hack. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce qu'on voit ça à la fin? Je ne sais pas. Alors, il y a Amandine tout à l'heure, tu m'entends bien? Ouais, Amandine qui a posé une question sur la migration. Au moment où vous avez changé d'outil, quand tu as choisi de migrer sur HubSpot, comment ça s'est passé pour la migration de la data existante? bah, en fait, soit tu le fais avec un connecteur type PySync qui est référencé sur leur marketplace et qui connecte tes différents champs et c'est un peu comme du Zapier finalement. Soit tu fais une extract où tu vas extraire en fait tous tes contacts. Concrètement, tu vas aller je sais pas, soit sur PyDrive ou n'importe, tu vas sur tes contacts, tu les extrais, tu extrais toutes les colonnes. Et il y a des champs qui sont des mandatory fields obligatoires pour l'import de contacts, à savoir l'email. C'est toujours l'email, le mandatory field, quoi qu'il arrive. Et derrière, si tu as à minima l'email, ça peut te créer le contact. Ensuite, évidemment, tu vas exporter le nom, le prénom, le job title éventuellement, la date de création, les infos importantes peut-être, je ne sais pas s'il y a une transaction qui est liée, est-ce qu'il a fait l'objet d'un emailing, etc. Si tu as ces infos-là, évidemment, il faut les exporter et après, tu les utilises ou tu ne les utilises pas, mais tu les exportes sous fichier CSV ou sous format Excel et tu les gardes et tu t'exportes d'abord tes contacts, ensuite tu exportes tes accounts. Tu verras aussi que parfois, ça te permet aussi de voir à quel point ton ancien CRM est propre ou pas propre aussi. Ça te permet aussi de voir que parfois, tu as des contacts qui ne sont pas forcément liés à des accounts. Et donc, du coup, il y a un peu de retraitement manuel. Et je t'avoue que voilà, c'est pour ça que j'ai passé une petite semaine. C'est pour être sûr d'avoir les bons contacts dans les bons accounts. Et c'est pas easy non plus de le faire, mais ça se fait, quoi. Mais forcément, ça a un prix, quoi. C'est soit de l'huile de coude, soit tu payes un, tu Mhm. payes un outil pour te matcher les gens, quoi. Je l'avais fait en mode gratuite. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que il y a un petit export à faire. Et, tac, et là, je vois qu'il y a d'autres. Oui, il y a Estelle qui a demandé pourquoi vous avez pris le module HubSpot Marketing en plus, savoir si celles qui étaient, elles n'étaient pas suffisantes à la base et donc du coup Alors, tu as rajouté ces justement, briques. justement, on ne l'a pas pris en plus. C'est toute la beauté. C'est qu'en fait, nativement en gratuit, le module marketing, en fait, fait déjà beaucoup de choses. Et tu n'as pas besoin. Enfin, moi, tu vois, je l'ai toujours là. Je me pose la question, savoir si je le prends. Et à chaque fois, je me dis, je n'en ai pas tellement besoin finalement du module marketing pour le moment. C'est sûr que si demain, on est une dizaine au marketing chez Vertigo, tu vois, là, on est deux. euh, Peut-être qu'on en aura besoin si on a, tu vois, dans le module marketing, là, tu es limité à un certain budget de campagne en termes de tracking pour voir les campagnes et les leads que ça génère. Bon, bah là, tu vois, j'avoue, je suis un peu limité, mais j'en ai pas tellement besoin parce que finalement, j'ai quand même mon analytics et j'ai quand même, quand il y a un call to action qui se crée sur mon site, je vois quand même d'où vient le lead. Donc, je suis pas un maniaque tu sais, de la data non plus. Donc, après, faut pas se mettre des outils qui sont trop dimensionnés pour toi. Et en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où vraiment ça t'empêche de bosser, là, tu prends le module qu'il te faut. Mais là, concrètement, le module marketing, il est assez poussé. On va le voir ensuite. Euh, en tout cas, comment ça fonctionne et comment moi je l'utilise et qu'est-ce que j'y fais et qu'est-ce que nos équipes font en fait finalement. Et du coup, bah, c'est une bonne question qui va me permettre d'introduire du coup le deuxième chapitre.
Le deuxième, alors, comment je partage? Voilà, très bien. Hop. Donc, comment ça se présente? Évidemment, je n'ai pas flouté mes contacts, hein, donc allez-y, mollo. Donc voilà, en fait, on arrive là-dessus et on voit effectivement qu'il y a tout un tas de contacts. Donc concrètement, l'onglet le plus utilisé, c'est contacts et ensuite évidemment les accounts, les entreprises. Là, il y a un petit onglet qui s'appelle les appels et en fait, ça te permet de juste avoir une liste des appels que tu as effectués. Donc, un des trucs intéressants avec HubSpot, c'est que tu peux plugger tous les enfin tous les softphones type AirCall, Ringover, etc. Ils ont même en mode gratuit une fonctionnalité call, je crois, qui est avec un budget limité, me semble-t-il. Et ici, tu as la partie compte cible, qui est donc en fait les entreprises que tu targetes. On va y revenir ensuite. Mais passons déjà sur la partie contact. Donc là, concrètement, ce qui est assez cool, c'est que tu peux déjà modifier tout un tas de colonnes. Type, par exemple, je ne sais pas, si j'ai envie de mettre, par exemple, tiens, je veux mettre, je sais pas, le chiffre d'affaires annuel. Je peux le mettre. Si j'ai envie de mettre, je sais pas, l'URL LinkedIn, je peux le mettre, tu vois, tac, LinkedIn, je peux le mettre, je l'affiche, donc j'applique, hop, et du coup, voilà, je peux modifier vraiment, donc là je ne l'ai pas, mais sur certains je l'ai. Et du coup, je peux même vraiment customiser ce que j'ai envie de faire, sachant que je peux me créer aussi plusieurs vues. Par exemple, j'ai une vue inbound, par exemple, où j'ai tous les contacts inbound qui arrivent en fait, soit sur du payant, soit sur du direct, soit sur du RefNat, soit sur du search, enfin tout, tout ce qui est possible et imaginable en termes de filtre, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est assez cool. Et ce qui est intéressant dans la version payante, et c'est là où peut-être ça va être intéressant pour ceux qui ont la version gratuite, c'est que tu peux mettre des conditions pour permettre à tes utilisateurs de rentrer dans un espèce de process assez net de création de contact. Tu peux totalement customiser les champs que tu rends obligatoires ou non à la création d'un contact. Et évidemment, on voit ici qu'il y a à minima l'email, prénom, nom. Tu peux créer, par exemple, si tu as envie de créer, je sais pas, une source de contact différente de la source d'origine native, qui est le champ natif par défaut, bah, tu peux te le créer. Euh, Quand tu rentres dans un contact, je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Si, ça fonctionne bien. Yes. Donc là, j'ai mis l'exemple. Bon, bah, voilà, ça, c'est Mirko Horace dans une planète. C'était mon ancienne boîte. Comment ça fonctionne? L'UX est assez cool, je trouve, parce qu'en fait, en un coup d'œil, tu vois vraiment tout ce qu'il y a à voir. Sur la colonne de gauche, on a le nom, l'email, le numéro de téléphone, on a le rôle d'achat, savoir si c'est un influenceur, un décisionnaire. On a la source du contact, voilà, en fonction des différentes sources que vous pouvez avoir. Vous avez aussi donc l'URL si vous l'avez récupéré. L'activité du site web, c'est par exemple si j'avais fait, par exemple concrètement, c'est si j'avais laissé mes coordonnées en tant qu'Emmanuel Courtois de Handy Planet et que j'étais retourné sur le site, bon bah là il y aurait une visite sur le site, deux visites sur le site. On peut prendre un autre exemple, hein. Par exemple, tiens, on va aller voir un contact. Tac. Tiens, intéressant. Tiens, voilà, par exemple, le mec de Toshiba, par exemple, hein, le mec, il est arrivé donc sur du inbound et donc on voit effectivement qu'il y a une visite, il y a eu 5 pages consultées. On voit ici donc la dernière visite et la visite la plus récente. Sur la colonne du milieu, ce qui est intéressant, c'est que on a en fait toutes les actions. C'est comme un feed un peu Facebook où on voit les emails, les notes, on voit les calls, les enregistrements de calls, que ce soit AirCall, Ringover ou l'app native de call de HubSpot. Vous avez la fonction enregistrement. Donc là, il semble que je n'avais pas le bon mail, du coup, j'ai rechopé le bon mail. Mais en tout cas, on voit effectivement ici que euh, le lead a consulté telle et telle page.
voit qu'il a fait une demande de démo. Et on voit ici, effectivement, voilà, qu'il a laissé ses coordonnées. Et on voit bien que le contact a été créé à partir de Organic Search, depuis mots-clés inconnus, évidemment, parce qu'on est chez Google. On ne va pas vous donner les mots-clés, ce serait trop beau. Mais en tout cas, tu vois en fait que clairement, dans la même fiche, tu vois sur la gauche les informations importantes de ton contact et sur le milieu, donc finalement, le feed de tes actions. Et ça peut aller assez loin, hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on peut, par exemple, mettre, quand on connecte, par exemple, Mailchimp, on peut avoir les activités de Mailchimp, on peut avoir tout un tas d'informations. Et ce qui peut parfois être bien sur HubSpot peut avoir un espèce de revers de médaille, c'est que si tu es 50 000 être sur la même fiche, tu peux avoir un feed ininterrompu à scroller jusqu'en bas, ça devient assez saoulant. Et ce qui est, je trouve, assez cool, c'est que tu peux tout simplement mettre juste en fait les actions qui sont liées à toi en fait. Ou alors tu peux même filtrer les activités. Tu peux filtrer par équipe. Tu vois, par exemple, là, on a on a la sales team, la R&D team, marketing, customer success team. Voilà. Et en fonction de ça, ça te permet aussi d'avoir différents niveaux de lecture et de ne pas te polluer ta lisibilité, quoi, concrètement. Sur le volet de droite, vous avez le côté transaction qui est en fait qui permet donc du coup c'est une opportunité. Vous avez évidemment l'entreprise. Ce qui est cool et à la différence de Pipedrive, c'est que quand tu enregistres un contact qui a une adresse par exemple professionnelle, vertigo.com, abtesti.com, en natif, HubSpot, un logiciel de data enrichment qui va aller te chercher directement les informations. Donc, tu n'as pas besoin de créer l'entreprise. L'entreprise se crée directement quand tu mets l'adresse email. Et ça, je trouve ça assez cool. Et non seulement ça te crée l'entreprise, mais en plus, ça te met le chiffre d'affaires s'il le trouve, ça te met l'adresse, le numéro de téléphone fixe s'il l'a. Et donc, ça, c'est un truc qui est encore un peu différent de Pipedrive. Je trouve que ils vont un peu au-delà sur ce truc-là. Je ne suis pas du tout les questions, mais je vois qu'il y en a quelques-unes, hein, donc n'hésite pas à m'interrompre, Céline. Ouais, pour l'instant, bah, vu que tu es sur ta lancée, je ne te coupais pas, mais je les ai bien mis de côté. Ouais. Voilà. Tu as la possibilité aussi évidemment d'avoir des tickets si il y a une fonction un peu ticketing à la Zendesk sur un autre module, mais que nous on n'utilise pas. Si concrètement, je lui envoie des pièces jointes à ce fameux Olivier, et ben, je peux les mettre dans tous les cas. Alors, je reviens là-dessus. Cela dit, le temps que tu reviennes dessus, justement, il y a quelqu'un qui demandait comment les informations remontaient. Là, en fait, je pense que c'est quel est l'équilibre entre les informations qui remontent de façon automatique et celles que toi, tu remplis manuellement et comment ça se passe, à quelle Eh ben, fréquence, etc. en fait, c'est à toi de filtrer. Alors, soit cette vue-là, tu peux le filtrer dans les paramètres ici. Derrière, après, tu as les propriétés. Tu peux voir ce qui transite dans tes fiches. Tu peux concrètement customiser une fiche. Si j'ai envie, par exemple, d'afficher telle ou telle information, tu le paramètres directement dans HubSpot. Je peux décider, par exemple, là, ici, de mettre totalement autre chose dans les champs ici à gauche. Et je peux décider que, par défaut, ne s'affichent que les activités d'email ou d'appel ici. Et du coup, par défaut, voilà, tout ça, vous voyez, par exemple, Eventbrite, Mailchimp, c'est décoché par défaut ici. Parce que je l'ai paramétré, je ne voulais pas le voir, j'en avais marre. Et surtout, on est passé sur Sendinblue. Donc, en fait, je m'en foutais d'avoir l'historique. Mais concrètement, ça se paramètre. Après, en fait, tout est une question de connectivité. Et du coup, c'est un peu, je crois, ouais, le troisième volet de notre démo, en fait, c'est que derrière, tu vas avoir tout un tas d'intégrations. Et c'est ça qui est aussi assez intéressant chez HubSpot. C'est quand tu vas sur mon compte, tu vois que ici, moi, j'ai quand même pas mal d'applications tierces qui sont connectées. Et plus tu connectes d'applications, plus elles vont venir enrichir en fait ta fiche contact. Typiquement, j'ai, tu vois, une application, je sais pas, genre Lead Feeder, par exemple,
Si j'ai je sais pas, une entreprise qui, bon, ça c'est pas le mauvais exemple, mais c'est une entreprise qui n'a pas laissé de contact sur ton site internet, tu peux récupérer, enfin, tu peux savoir qui vient quand même sur ton site internet et depuis cette application créer un contact. Mais concrètement, si par exemple j'utilise des automations pour du call de emailing ou du call reach, du multi-channel call reach, du coup, je peux intégrer du coup les messages dans les fiches HubSpot. Et c'est à toi de le paramétrer en fait en intégrant les différentes applications. Là, un exemple, par exemple, bon, bah, typiquement, vous voyez, Livestorm, on fait un webinar. Bon, bah, concrètement, quand il y a une inscription d'un de nos contacts présents dans HubSpot chez Livestorm, et ben, ça me met sur la fiche HubSpot qu'il est inscrit. Donc, du coup, je peux aussi filtrer dans mes contacts, dans mon CRM. Je peux dire, bon, bah, mets-moi tous ceux qui ont été inscrits à tel webinar sur Livestorm et de pouvoir les relancer avec un message spécifique. Concrètement, tu vois, là, j'ai Ringover, Sendingblue. Ça me permet, par exemple, de pouvoir pour Sendingblue, de remonter des prospects directement dans ma mailing list selon certaines conditions. Ringover, c'est mon soft phone. Donc, concrètement, dès qu'il y a un appel, ça enregistre et ça met du coup le, le résultat de l'appel directement dans la bonne fiche. Donc voilà, il y a tout un tas d'intégrations. Effectivement, en fait, c'est à toi de savoir ce que tu veux avoir justement dans tes fiches contacts, parce que c'est principalement là où tu vas bosser, c'est dans tes fiches contacts. Euh, les fiches entreprises fonctionnent à peu près de la même manière, sauf qu'en fait, ce sont des entreprises tout simplement. Mais du coup, j'y vais assez rarement parce que elles se créent automatiquement. Un truc assez cool que je trouve, en tout cas sur HubSpot, c'est que tu as, et qui du coup te permet aussi d'avoir un espèce de feed d'actualité de ce qui se passe chez tes prospects, c'est que en tant que commercial, tu as besoin de savoir, par exemple, quand un mec ouvre ton email, quand un prospect ouvre ton email, quand tu as besoin de savoir quand il consulte un document, etc. Et ça, HubSpot te met un espèce de flux d'activité où tu peux dire, bah, tiens, je veux savoir tous ceux qui ont cliqué sur mes derniers emails. Boum. Et là, j'ai tous mes clics. Je veux savoir tous ceux qui ont, je sais pas, genre réservé une réunion. Boum, là, j'ai les réunions. Etc. Et donc ça, c'est assez cool parce que ça te permet d'avoir une espèce de petit tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est hot, et du coup, bah, tu peux voir en fait quelles sont les activités. Et évidemment, tu as des petits raccourcis, boum, je peux l'appeler celui-là, lui, je peux créer une tâche, tiens, il a visité, il a ouvert mon document, je sais pas, je crée une tâche, j'envoie un email, je l'appelle, ou alors je crée une note, je planifie quelque chose, peu importe, mais en tout cas, ça te permet en fait d'avoir tout de suite un côté instantané. Du coup, je parlais de consultation de documents. Ce qui est assez cool, que j'utilise aussi pas mal et que beaucoup de nos, collaborateurs utilisent chez Vertigo, c'est l'hébergement de documents. Quand tu fais une cotation, quand tu fais une présentation commerciale, une case study, peu importe, et ben en fait, au lieu de l'envoyer en pièce jointe, tu vas l'héberger sur un lien HubSpot et tu vas permettre à ton contact, quand tu vas lui envoyer un email, de le consulter sur le lien HubSpot que tu lui as fourni. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière toi, en fait, tu vas pouvoir avoir une alerte que ce contact a visualisé le document. Mais non seulement tu vas pouvoir avoir une alerte de qui a visualisé le document, mais tu vas pouvoir aussi savoir euh, bon là, a priori, il n'y est pas passé 36 000 secondes, mais tu peux savoir concrètement si lui, il y est passé, pardon, hop, voilà, combien de temps il y est passé par page. Et tu peux voir que, par exemple, bon, a priori, lui, il a dû télécharger directement depuis le document, mais souvent, il ne télécharge pas le document et il scrolle et tu vois tout de suite, en fait, combien de temps par page il passe en fonction de tes documents. Euh, Par exemple, là, on a eu une petite interview de Monoprix dans Supply Chain Magazine, concrètement. Bon, bah là, tu vois, on a un mec de Mano Mano, tac. Le gars, il a quand même passé, donc, bon, évidemment, en 2 secondes, ça, OK, 15 secondes sur la première page,
16 secondes sur la deuxième. Et du coup, évidemment, il s'est attardé un peu sur les résultats, je crois, sur la dernière page. Mais du coup, ça te montre en fait quel est l'intérêt et quel est l'engagement de ton prospect. Et ça te permet également de pouvoir créer soit des workflows ou des séquences que tu as évidemment, je pense, dans Pipedrive, mais tu peux les automatiser assez simplement. Et ça, je trouve que c'est plutôt bon quand tu es un commercial, tu as envie d'avoir ce côté, tu as envie de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il a lu, ta propale, est-ce qu'il a reçu ton mail, etc. Et outre les outils de tracking qu'on connaît tous dans Gmail, etc., là, tu l'as intégré directement dans HubSpot et ça va plus loin que le simple mail lu, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce côté document, je crois que tu l'as dans la version gratuite. Raphaël, tu me diras, je ne sais plus exactement si tu l'as dans la version gratuite, mais il me semble que oui. Et tu dois être limité à 5 documents, c'est ça, ouais, c'est ça. Je crois que tu l'as là. Vous avez les tarifs là, normalement, à un moment donné. Je vous ressortirai les tarifs, mais en gros, tu as 5 documents partagés. Et quand tu es dans Sales Pro, tu as plus de 1000 documents partagés. Donc après, évidemment, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est intéressant. Et ça te permet du coup d'être assez réactif sur la partie prospection et de savoir qu'est-ce que tu dois faire à quel moment. Raphaël précise qu'il ne connaissait pas la fonctionnalité. Il te remercie. Euh, Écoute, top, si j'ai pu t'aider. Tu vois, alors nous, on a évidemment un pipe de transactions, d'opportunités qui ressemble un peu à ce que fait voilà, Pipedrive. Et du coup, on a évidemment les noms, les différents, le temps, la date de fermeture, et on a une visibilité assez fine. Là, c'est pareil, ton pipe, tu peux le customiser comme tu veux. Tu peux en avoir jusqu'à, je sais pas, je crois que c'est limité, il me semble, les pipelines. Nous, on a un pipeline, par exemple, tu vois, pour le project pipeline, où là, on a, c'est l'équipe projet, du coup, qui est en train de bosser sur les comptes qu'on est en train d'intégrer. Et du coup, ils l'utilisent à cet effet-là. Et ils ont en plus tout l'historique commercial sur CRM. Alors, ils l'utilisent un peu en mode projet, mais ils n'ont pas un besoin immense d'avoir un outil de gestion de projet trop complexe. Tu vois, du coup, ils utilisent également le CRM pour cette partie-là. Donc après, c'est à toi de le customiser comme tu l'entends. Je peux te couper sur la partie scénario. Simon demandait, alors il y a deux questions. La première, c'est comment le tracking fonctionne au niveau des visites sur les pages de ton site. Est-ce que c'est Google Analytics? Est-ce que c'est autre chose? Bref, comment tu t'assures de la Alors, véracité de l'info? Et ensuite, est-ce que tu peux créer des scénarios d'emailing à partir des parcours qu'ils ont fait sur ton site? yes, yes. Alors en fait, le tracking, c'est comme tout en fait. Si enfin, nous, on utilise Google Tag Manager en fait, qui est l'encapsuleur par défaut de Google qui permet de rajouter des balises dans tous les sens et d'intégrer n'importe quel outil tiers. Donc concrètement, on a mis la balise HubSpot dans Google Tag Manager. Et du coup, en fait, chaque action qui est effectuée sur notre site, HubSpot, évidemment, le traque puisque Google Tag Manager a une balise. Donc, par exemple, quand tu arrives sur notre site et que tu fais une demande de démo, donc tu consultes, tu laisses en fait ton adresse, tu fais ce qu'on appelle un opt-in, tu es considéré comme étant donc tagué par HubSpot comme prospect chez Vertigo. Et donc, du coup, la prochaine fois que tu vas revenir, en fait, bah, on va savoir quelle page tu as visité. Évidemment, si tu fais aucune action d'opt-in sur mon site, j'aurais aucun moyen de savoir si Céline Dupalace est venue sur mon site. Si elle n'est pas dans mon CRM de base et qu'elle n'a pas laissé elle-même ses coordonnées. Et donc, il y a trois moyens de laisser ses coordonnées. C'est créer un call to action de téléchargement de documents, faire une demande de démo, réserver une réunion. Voilà. Euh,
quoi d'autre? Envoyer un email de contact via le formulaire. Donc, en fait, dès qu'il y a un dépôt en fait, d'email quelconque, s'inscrire à une newsletter, tout ça, bah, ça va du coup déclencher en fait le tracking HubSpot et du coup, je pourrais te traquer la prochaine fois si tu vas sur mon site. Mais ça, c'est uniquement si tu as laissé tes coordonnées. Si tu n'as pas laissé tes coordonnées, bon, bah, voilà, il n'y a pas de vin, on ne sait pas qui c'est quoi. Mais voilà comment ça se fonctionne, mais c'est comme tout, en fait, tu mets une balise, en fait, tu mets Et tu crées des scénarios d'emailing, en tout cas de marketing automation à partir de la navigation ou pas? Alors, nous, on le fait pas encore parce qu'on a, si tu veux, notre technologie, c'est une technologie qui s'adresse à un certain type d'acteurs. Donc, en fait, on a créé des modèles, mais on va aller dans le vif du sujet, du coup, c'est bien que tu me poses cette question. Euh, alors, là, ici, on a ce qu'on appelle des modèles. Donc là, ici, dans Conversation, on a des modèles. Vous voyez, donc là, j'ai plein de modèles. Alors, on voit plus ton écran, par contre. Ah, pardon. Ah, ok, je vais repartager. Donc là, je C'est suis bon. dans les modèles. D'accord. Donc typiquement, par exemple, là, j'ai une demande de use case retail sur LinkedIn. Donc ce qui se passe, c'est quand j'ai un prospect qui télécharge quelque chose ou qui fait une demande de formulaire sur LinkedIn, ça crée automatiquement un contact sur mon CRM parce que j'ai effectivement linké avec le LinkedIn Insight Tag mon site et mon CRM. Donc, du coup, ça me crée une opportunité, ça m'alerte et il y a un workflow que j'ai paramétré qui me dit bah, tout contact inbound, peu importe quel contact ce soit, va être affilié au propriétaire Emmanuel Couratoraz. Et donc, du coup, je vais avoir une alerte. Et moi, quand je vais recevoir cette alerte, du coup, je n'ai pas besoin que ça soit envoyé automatiquement et de mettre plein de boucles de mails dans 5-6 mails consécutifs où le mec il va avoir un scénario un peu alambiqué. Je prends mon contact sur le CRM et je sélectionne mon modèle. Et le modèle qui parle, c'est toujours le même. Et du coup, voilà, c'est des variables qui vont être en fonction du prospect. Par exemple, typiquement, si Céline du Palace me fait une demande de téléchargement enfin, sur LinkedIn, bah, concrètement, moi, j'ai prévu de lui envoyer le fichier pour voir si elle le consulte et pas juste lui envoyer la use case par email. Et donc, ça va dire bonjour Céline, blablabla, voici le lien pour la consulter. J'espère que ce contenu vous sera utile pour le Palace parce que, évidemment, l'email aura été créé et l'entreprise aura été créée automatiquement. Et évidemment, si toutefois vous souhaitez en discuter en détail, bon, vous pouvez en discuter en visio. Boum. Et concrètement, Céline du Palace, ce qui se passe, c'est qu'elle va être là. Je vais aller la chercher. Voilà, Céline du Palace. Et je vais lui envoyer un email. Voilà. Je vais sélectionner mon modèle. D'accord. Boum. Je lui envoie. D'accord. Allez, je te l'envoie. Allez, je regarde ma boîte. Voilà. Non, on va dire Céline. Donc, vas-y, Céline. Tu prends l'email, fais une action quelconque et normalement, je vais avoir une petite alerte comme quoi tu as visité, tu as ouvert l'email, ou en tout cas que tu as. Voilà, hop. Je suis en train de Parce que, je regarder ne ton doc. sais pas si vous voyez la petite notif, là, HubSpot, là, sur ma droite. Vous l'avez vu? Je peux même lancer un autre call to action. Je te propose un rendez-vous si tu veux. Voilà. Donc là, tu viens de cliquer juste sur discuter en visio. Donc, tu vois, en fait, Exactement. voilà. Et donc, si tu veux, là, je vois, en fait, tout est. Je mets à jour. Boum. Vous voyez, en deux temps, trois mouvements, ça s'est mis à jour. Je vois effectivement les détails. Donc, documents. Voilà, et je vois ce qu'elle a fait. Et ça se retrouve évidemment dans mon flux d'activité. Et c'est assez bien parce que ça me permet d'être hyper réactif. Et du coup, je me dis, tiens, j'ai une notif. Et moi, j'ai décidé que c'est une notif sur mon Chrome, mais tu peux décider que toute notif de consultation de documents, ça t'envoie un email, par exemple, tu vois, ou ça t'envoie un Slack. Tu peux connecter Slack. Nous, on a Slack qui est connecté en permanence. Dès qu'il y a un document qui est consulté, j'ai mon Slack qui s'ouvre et qui me dit
Slackbot, HubSpot, Céline vient de consulter le document. Je regarde Et je dois l'avoir là. et il y a Carole qui demande si tu peux automatiquement sélectionner plusieurs contacts pour les envois d'email one-to-one. J'ai pas compris, excuse-moi. Alors elle, mais est-ce qu'on peut automatiquement sélectionner plusieurs contacts pour des envois d'email one-to-one? Alors, si en fait, tu veux faire du cold emailing, c'est quoi ta question exactement? Carole, si tu nous entends, tu peux préciser si tu es dans la conversation. Après, j'imagine que c'est pour aller un peu plus rapide. Parce que de toute façon, comme on l'a vu, tu as paramétré, bah, t'as géré plusieurs paramètres pour qu'ils rentrent dans des scénarios. Donc, automatiquement, je pense qu'effectivement, tes contacts sont soumis à des scénarios en fonction des comportements Alors, qu'ils ont mis en place. Donc, la réponse serait oui. oui, en fait, si ta question c'est est-ce que tu peux ajouter plusieurs contacts dans un email, dans un modèle, tu peux pas le faire dans un modèle, mais tu peux le faire dans une séquence. Et là, Oui, si tu voilà. vas aller dans, du coup, séquence, donc c'est peut-être ça ce que tu veux éventuellement savoir, c'est tu as des séquences. Et donc là, tu as évidemment plein de séquences, tu vois, où tu as, je sais pas, un nombre d'inscrits, où tu vas avoir différentes séquences, je sais pas, tu vois, donc là, on a un peu de rejet, etc. Mais tu as, tu vois, plusieurs inscrits, tu as un email, mais tu peux en avoir deux, trois, quatre. D'accord? Et donc là, évidemment, tu vois qui a terminé la séquence, qui a cliqué, etc. Et tu peux avoir du coup des séquences d'emailing jusqu'à un, 2, 3, 4, 5. Et tu peux du coup créer de nouvelles séquences avec si un contact clique sur mon document, alors donc, il va entrer dans la séquence numéro, je sais pas, cold emailing AIDA, par exemple, et il va jusqu'à temps qu'il termine cette séquence. Et donc, ça s'appelle, sont des workflows, du coup, et c'est ce qui permet d'automatiser des actions que tu aurais fait toi manuellement. Donc, la question est oui. Par contre, de mémoire, vu que ce n'est pas un outil de mass emailing et plutôt de séquençage, tu es limité de toute façon à, je crois, 100 contacts, enfin, 100 contacts à la fois. Et en fait, tu es t'es obligé derrière de les lancer un à un. C'est-à-dire que tu peux les inscrire, mais tu ne peux pas dire j'appuie sur un bouton et tout part. Tu les inscris, tu le dis, OK, il arrive dans ma séquence. Je ne sais pas, tiens, on va regarder, tiens, je vais prendre celle-là. Allez, on va faire on va inscrire un contact. Je vais inscrire Céline parce que elle a l'air assez, assez intéressée par nos services. Donc là, Ouais, je pense typiquement, que je vais acheter. Céline, tu vois, je lui dis, bon, bah, est-ce que je l'inscris donc, tu vois, est-ce que je l'inscris donc à partir de l'email 1 ou est-ce que l'inscris à partir de l'email 2? Et tu vois, j'ai ignoré donc l'email 1 et elle va être inscrite à partir de l'email 2. Et du coup, elle va recevoir l'email 2 ou maintenant ou je décide de l'envoyer à un moment donné. Ensuite, moi, ma séquence, elle est paramétrée de telle sorte à ce que dans 5 jours, elle va se reprendre un troisième email. Voilà. Et ensuite, donc, tant qu'elle ne répond pas, en fait, elle va se prendre un email. Donc, nous, on est parti sur 5 emails parce que, voilà, sur 3 ou 4 semaines. Mais concrètement, la séquence ne va pas s'interrompre, sauf si tu as dit telle ou telle variable interrompt la séance. Et moi, en l'occurrence, c'est s'il y a une réponse. Si, par exemple, Céline me dit entre le deuxième et le troisième email, je ne suis pas intéressé, la séquence s'arrête automatiquement. Et donc, du coup, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, tu vois, je suis voilà, dans la limite quotidienne, excuse-moi, c'est 500. C'est pas 100. Donc, tu peux pas envoyer plus de 500 emails par jour parce que, grosso merdo, c'est un peu la limite des, euh, des serveurs d'envoi d'emails. Sinon, après, tu passes sur des plateformes d'emailing et je crois que tu as une alerte en fait derrière et tu finis par être tagué comme spammer. Donc, ils se prévalent un peu de ça en faisant, en disant, bon, bah voilà, on limite à 500. Mais tu vois, je démarre la séquence et du coup, hop, j'ai démarré la séquence. Et donc là, normalement, elle a dû recevoir un email.
et l'email numéro 2. Pareil, je vais avoir dans mes flux d'activité, par exemple, je vais voir que Céline, C'est bon, bon, j'ai reçu effectivement le nouveau voilà, mail. elle l'a reçu, boum, et là concrètement, Je lance ma voilà, vidéo. elle l'a reçu, donc là ça s'est mis à jour, et donc tu peux voir assez vite. Et donc tu peux inscrire évidemment plusieurs personnes, jusqu'à 500 personnes évidemment, enfin plusieurs prospects, mais tu ne pourras envoyer que 500 emails par jour, quoi qu'il arrive. Et Et de le on a, cliquer à la main, on a forcément. une question. Si je réponds à ton mail, est-ce qu'automatiquement je sors Ouais, du scénario? ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que tu réponds, moi je l'ai paramétré comme ça, tu vas sortir. Vas-y, réponds-moi. Un truc genre, je m'en fous, quoi. Bon, je vais te répondre plus poliment quand même. Non, mais tu vois, après, tu réponds et Envoyer. voilà. Et donc, normalement, si tu retournes dans cette séquence, tu vas avoir, donc, si je prends Céline Just, donc là, elle est inscrite, aucune réponse pour le moment. Et le temps que ma réponse arrive, c'est Antoine tout à l'heure qui Ah, demandait le contact a répondu à l'email, tu vois. Et là, en l'occurrence, j'ai juste répondu merci, ou en tout cas quelque chose d'un peu anodin. Yes. Antoine demandait dans le flux là, de tous les mails, bah, en tout cas de toute l'activité que tu vas avoir sur mon compte, il y a des mails comme ça que tu n'as probablement pas envie de garder et d'épingler parce que justement, ils sont un peu internes ou c'est pas des échanges qui vont servir ton suivi commercial ou marketing. Comment tu choisis les mails que tu indexes au suivi de mon profil et ceux que tu n'indexes pas? Alors, donc là, tu as les flux. Donc là, tu as les emails, Ah, on voit plus ton les écran pour info. conversations. Ah, pardon. En fait, quand tu es sur le profil de Céline, du coup, tu as ici filtrer l'activité. Et donc, tu peux. Non, je sais pas pourquoi c'est ça. Ouais. Et du coup, tu peux donc les emails marketing, tu vois, tu peux les enlever. Tu peux mettre juste les emails ou les conversations. Tu peux filtrer quand même tout un tas de choses. Après, il y a un moment donné, euh, HubSpot, c'est pas un outil d'analyse sémantique. Il ne va pas t'analyser si merci, je ne suis pas intéressé de Céline Oui, bien sûr, est un email pertinent ou pas. Donc, c'est dans la limite dans la limite des stocks disponibles, quoi, je veux dire. ça marche. Et Raphaël demande si tous les liens dans ton email sont traqués ou c'est toi qui les as paramétrés pour tous les taux de clic, etc. Ou c'est Non, non, automatique. en fait, à partir du moment où tu passes par HubSpot pour créer un email, si tu mets n'importe quel lien, en fait, tu vas savoir si un tel ou un tel a cliqué sur un lien. Ok, réponse claire et nette. Il n'y a pas d'autres questions, je pense, là dans le flux pour l'instant. Et je profite d'une transition. Et en fait, tout ça aujourd'hui est utilisé, partagé, adopté par tout le reste de ton équipe. Il n'y a pas que Ah, toi qui joue non, ouais, avec l'outil. exactement. Bah, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, quand on allait dans les séquences, donc là, tu vois, là, il y a Yvan qui est arrivé récemment. Bah, c'est lui qui gère. Ça, c'était un Nicolas qui était avant moi. On a du simple employé à jusqu'au directeur qui utilise en fait l'outil. C'est-à-dire que même mon président Pierre, qui était pas hyper fluent dans les CRM, il utilise aujourd'hui HubSpot et enfin, voilà, c'est pas du tout sa génération et il a réussi à l'adopter. Donc c'est que clairement, on a des choses qui sont intéressantes. En tout Et cas, en pour termes. l'adopter, tu as dû les former, tu as passé du temps avec eux, notamment avec Ouais, les ouais, ouais, néophytes ou... ouais, ouais. Alors, je les ai un peu formés, mais honnêtement, en fait, l'onboarding se fait assez bien. Évidemment, là, j'ai pas un compte tout neuf, donc on voit pas bien l'onboarding, mais quand tu arrives sur HubSpot, tu as des étapes, des checks, en fait, pour dire, bah, tiens, première étape, je sais pas, synchronise ton calendrier Gmail, synchronise ta boîte Gmail, crée-toi une signature, etc. Et donc, du coup, tu es un peu onboardé et c'est assez bien fait quand tu es un nouvel utilisateur. Tu es vachement onboardé, on t'explique vraiment comment ça fonctionne. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué.
Et après, quand tu vas aller plus loin dans des choses qui sont un peu plus techniques, workflow, etc., ouais, il y a besoin un petit peu. Mais ce qui est fort, c'est que, à contrario de Pipedrive, HubSpot, ils ont une communauté qui est très, 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 très importante et il y a énormément de tutos et qui parlent en fait de comment utiliser HubSpot, etc. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup sur Pipedrive, c'est sûr, mais HubSpot, c'est vraiment, ils ont mis l'accent vraiment sur le côté communauté à tel point que tu peux même demander des fonctionnalités et si tes fonctionnalités, elles sont upvotées, tu les obtiens, quoi, en fait. Donc, c'est Oui, assez... ça. Ouais. Et puis, il y en a pas mal qui, là, sont en train de préciser que HubSpot propose même des formules d'onboarding qui sont pas très chères, assez pratiques, qu'il y a des HubSpot Academy avec plein de tutos. C'est vrai que pour le coup, c'est assez riche Non, en... et puis en fait, le support, juste, moi j'ai la version pro, le support, enfin, c'est une boîte américaine ou australienne, je sais plus, mais le support, il est juste hyper réactif. Genre, tu as toujours un humain qui répond dans les 10 minutes dans le chat. C'est vraiment, j'étais hyper impressionné et ils te solvent le problème en. Alors, des fois, c'est plus ou moins, t'as plus ou moins, ils comprennent plus ou moins, forcément, parce que c'est des humains derrière. Mais franchement, à chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai jamais eu un support aussi réactif ailleurs, honnêtement. Top. Et du coup, ils parlent français. Donc, Ah oui, donc tu n'es même pas obligé de faire tes échanges en anglais full. Tu peux alors moi, je le fais parler en dans anglais, ta ça vie. va plus vite, mais si tu dis que tu parles que français, il Tu peut peux, ouais. prendre. Ouais, après, J'ai une question un peu plus pratico-pratique qui concerne les devis et factures. Elles sont faites sur l'outil ou tu les ouais, fais à ouais, l'externe? ouais. Alors, je rentre en fait dans la version pro, justement. Imaginons, tiens, on va créer. Tiens, je reprends Céline parce que vraiment, elle est vraiment très intéressante. Je pense elle va signer bientôt. Euh, Concrètement, sur la droite, en fait, donc imaginons que je crée une transaction, d'accord? Je sais pas, nouvelle transaction, contact ciblé, montant, je fais genre, allez, 10 000 euros parce qu'elle est sympa. Voilà. Et donc, ce qui est cool, c'est que déjà, en fait, ça va créer une transaction, mais la transaction, la vue de la transaction va reprendre tout le fil d'actualité qui est sur la gauche. Tu vois, ça te met ajouter l'activité chronologique par défaut. Donc ça, c'est assez cool. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vois, par exemple, tu peux créer des bibliothèques de produits. Tu vois, Synapse, etc. Donc là, par exemple, je sais pas, genre mise au point du premier modèle. Tu peux ajouter un produit. Bon, je crée. Hop. Donc là, je suis sur la vue. Ah mince, j'ai pas. Ça n'avait pas mis, tu vois. Hop. Et donc, tu arrives là et t'as la version transaction, donc tu as la vue transaction, tu as la vue, donc le contact, du coup, Céline est passé à droite et tu as l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que si tu veux créer un devis, tu cliques là, tu crées ton devis. Ça te crée ton devis, donc tu mets voilà, tes différentes choses, tes informations. Tu peux mettre voilà, suivant, Vertigo. Tu mets tes lignes, tu mets ta TVA, je ne sais pas, je n'ai pas vu une taxe TVA, d'accord. Je mets une bêtise, hein, mais voilà, évidemment plus que ça. Je mets suivant et je peux inclure un espace pour la signature et je peux aussi connecter un compte de paiement. Et là, en l'occurrence, si vous utilisez Stripe, vous pouvez le connecter et récolter un paiement en ligne directement. Je ne sais pas si tu peux connecter des paiements style GoCardless ou autre, mais je pense que ça doit être possible parce qu'il doit y avoir une connexion dans la marketplace des applications. Mais tu vois, ça va assez loin. Et donc, du coup, quand tu enregistres, donc bon, suivant, hop, nouvelle transaction, je crée un devis et je peux lui envoyer le devis. Et je peux écrire directement un email avec le devis. Donc, bah, voilà, je vais créer un email. Je dis salut, salut Céline. Je t'envoie, comme convenu, le devis 6 juin. D'accord, nouvelle transaction. Bon, on imagine que je fais un peu plus de forme hein, dans l'email. Euh, mais en gros, là, ce lien-là, si tu veux, quand elle va cliquer là-dessus, moi, je vais le voir. Et du coup, je vais voir si elle a consulté mon devis. Donc, on clique dessus pour voir ce que ça donne. D'accord. Je te l'envoie.
voilà ce que ça donne au niveau du devis. Bon, nous, on l'utilise pas, cette fonctionnalité devis, je vous avoue, parce que voilà, ça nous convient pas forcément. Mais en tout cas, elle peut télécharger, imprimer le devis, etc. Effectivement, bien. Je vais réfléchir à la proposition quand même. Mais donc voilà. Côté, alors, on a parlé aussi voilà, donc des modèles. Donc les modèles, c'est des templates d'email déjà faits. Les séquences, c'est des suites de modèles d'email paramétrés et paramétrables avec des variables, nom, prénom, job title, compagnie, etc., etc. Les workflows, c'est ce qui permet de connecter différentes actions automatiques. Et tu as aussi les blocs de texte. Ce qui est cool, c'est que des fois, tu n'as juste pas envie de taper toujours la même chose. Par exemple, nous, on reçoit des demandes de job ou de stage en permanence. Et en fait, je dis toujours la même chose. Et donc, du coup, en fait, quand je reçois un email, je tape hashtag job et ça me met directement ce texte-là. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est un time saver vraiment fou. Et ça, c'est une petite fonctionnalité que je trouve assez cool et je ne suis pas sûr qu'elle soit présente dans Pipedrive. Tu vois. Je me trompe peut-être. Voilà. Ce qui est aussi en gratuit, c'est la possibilité de te mettre un chatbot basique sur ton site e-commerce ou site institutionnel. Encore une fois, c'est tout. Tu n'as pas besoin de rajouter un autre tag. C'est le tag classique de HubSpot. Derrière, tu as juste à créer en fait un chat flow, un chat flow basique. Tu vois, c'est hyper basique. Où en gros, bah, tu paramètres ton chat. C'est une petite boîte sur le côté. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé sur notre site, mais en gros, vous avez donc là, c'est le côté plutôt inbound. Mais vous voyez ici, tac, bah, évidemment, c'est ma tête. Parce que bah, voilà, donc si je tape je sais pas, n'importe quoi, ah, voilà, là j'ai une notif comme quoi il y a un nouveau visiteur qui vient de. Bon, là, il m'a tagué a priori parce que je dois avoir un cookie sur une adresse fake que j'ai mis juste pour tester le truc. Mais concrètement, si j'ai, enfin voilà, je peux caler un rendez-vous directement avec Emmanuel si j'ai pas envie de passer par son truc. Et là, encore une fois, c'est HubSpot. Donc, tu as ce côté prise de rendez-vous natif dans HubSpot. Je sais que vous utilisez Calendly et vous le pluguez à Pipedrive. Bah, nous, concrètement, Calendly, on a complètement abandonné. On utilise HubSpot parce qu'il y a des possibilités beaucoup plus poussées. Tu vois, tu peux avoir donc, tes rendez-vous. Et surtout, en fait, tu peux avoir des calendriers partagés. Concrètement, des fois, quand on fait des démos, on a besoin des customer success qui sont là. Des fois, on a le CEO, des fois, on a le président qui est là. Et du coup, pour trouver un créneau, c'est juste la mort. Si tu le fais à la mano et que tu regardes dans tes temps disponibles. Du coup, ce que tu fais, c'est hyper simple. C'est que tu vas dans Réunion, tu as ton truc par défaut. Hein. Donc, quand tu es en version gratuite, je crois que tu n'as que un ou deux, ou même jusqu'à cinq, je crois, lien de rendez-vous. Et là, tu vois, Meeting Vertigo, je vois qu'effectivement, c'est une réunion de type groupe. Et concrètement, euh, quand je vais, euh, quand je vais proposer ce lien, bah, discutons ensemble. Là, c'est la team Vertigo. Évidemment, si je veux réserver 30 minutes, bah, il y a quand même beaucoup moins de rendez-vous disponibles parce qu'évidemment, ça prend les calendriers de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, mais de ceux que j'ai mis dans le calendrier partagé, en l'occurrence 3 personnes, dont moi. Donc, ça, c'est quand même assez confortable à utiliser au quotidien parce que ça te permet du coup de ne pas avoir à faire des allers-retours infinis entre ton prospect en disant ah oui, moi j'ai une dispo tel jour, ah bah non, pas moi, pardon, ah et puis là c'est mon boss qui peut pas, ah bah bon, voilà, du coup tu t'en sors pas. Et en tout cas, nous, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment pour nous assez intéressant. Et les prospects qui arrivent, notamment par inbound, ils sont attribués automatiquement à certains commerciaux en fonction de certains paramètres pour lancer des rendez-vous. Comment vous les matchez? Non.
Non, non, tout ce qui est inbound, par exemple, moi j'ai décidé par défaut que tout ce qui était inbound, ça retombait pour moi. Et moi, ensuite, derrière, je qualifie et je permets aux commerciaux enfin, d'appeler un contact qui soit à minimum intéressé. Ou alors, des fois, je suis sûr que le contact est intéressant parce que c'est un directeur supply chain qui a téléchargé une case study sur la supply chain chez Monoprix, par exemple. Bon, bah, potentiellement, le mec est quand même plutôt intéressé. Il a téléchargé un document, donc il y a peut-être moins besoin de qualifier le truc. D'accord, donc tu fais le lead nurturing en fait, et c'est toi qui redistribue à un Exactement. tel, il n'y a Donc, pas de redistribution automatique. mais tu vois, tu peux tout à fait dire, bon, avec le workflow, tu peux tout à fait dire, je décide que tous les lignes inbound, quels qu'ils soient, vont suivre un espèce de pipe de nurturing où d'abord ils vont se prendre un premier email où on va leur dire, bah voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler du machine learning? Enfin, tout dépend en fait de la manière dont ils arrivent et comment ils arrivent. S'ils viennent de télécharger une case study Vertigo ou s'ils viennent de taper un mot-clé. S'ils viennent de taper un mot-clé, genre prévision des ventes, tu vois, par exemple, sur du Google Ads, potentiellement, ils en sont au début de leur réflexion ou au milieu, où ils en sont peut-être pas au même niveau que s'ils tapent logiciel de forecasting, tu vois, où là, ils ont une intention très claire. Donc, vraiment, c'est au cas par cas. Et comme on n'a pas non plus genre 3000 leads par jour, pour l'instant, nous, on gère un peu à la mano en semi-automatique. Donc, ça nous Oui, convient voilà, ça s'adapte bien. au contexte aussi. Ouais, en fait, tout dépend tout dépend. Tu peux faire du mass hein, si tu as envie, mais en tout cas, Ça marche. c'est pas adapté. Donc, voilà. Donc, Je vais peut-être te poser la dernière question, parce qu'il est 12h30 passé, et j'imagine que ouais. il y en a qui commencent à avoir faim ou qui ont peut-être des contraintes derrière. Ouais. Il y avait une question autour de bon, c'est les webinaires en ce moment sont un peu à la mode, à défaut de pouvoir faire des événements physiques. Les webinaires peuvent générer donc de la data, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent, etc. Comment vous combinez ça avec HubSpot? Tu as un outil que tu as plugué à HubSpot pour synchroniser cette data. Comment Bah, tu gères? en fait, c'est simple. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je suis allé dans intégration concrètement et j'ai regardé les applications connectées. J'ai voulu ajouter une application qui est donc mon outil de webinar qui s'appelle Livestorm. Et vous voyez ici, il est connecté. On voit plus ton écran, Emmanuel, pour Ah, info. pardon. Excusez-moi. Je suis allé donc dans intégration ici, application connectée ici. Et du coup, on voit ici que Livestorm est connecté. Donc concrètement, en fait, dès qu'un utilisateur va s'inscrire sur mon webinar, du coup, ça va me mettre une notif comme quoi, effectivement, il est inscrit à mon webinar. Donc là, typiquement, si j'ai envie de si je veux mettre, par exemple, je veux filtrer tous ceux qui sont inscrits au webinar, normalement, je peux le filtrer là. Donc, typiquement, par exemple, tac, euh, pourquoi je me rappelle de celui-là. Oui, donc là, Estelle qui posait la question précise, donc il n'y a pas besoin de Zapier parce que c'est nativement intégré à Ah non, non, l'outil. ouais, en fait, la force en fait, d'HubSpot, c'est qu'en fait, tu as de moins en moins besoin de Zapier parce que en fait, les applications, elles ont tous une tendance maintenant à passer en natif avec les CRM. Donc, typiquement, tu vois, par exemple, donc là, il a réservé une réunion et normalement, j'avais mon truc HubSpot tout à l'heure. Ah voilà, tiens, Livestorm. Tu vois, il s'inscrit le 13 avril. Boum. Et je le vois là, en fait. Et il a réservé une réunion de présentation. Voilà. Donc concrètement, en fait, Zapier, c'est très bien quand il n'y a pas un connecteur natif. Et le process, c'est toujours, tu vas tout de suite regarder s'il n'y a pas, en fait, l'application. Moi, quand je sélectionne une application tiers, je regarde toujours s'il n'y a pas une intégration native avec mon CRM, parce que c'est là que je centralise toute ma donnée. Et c'est vraiment le smart move, je pense, à faire, c'est de regarder toujours s'il y a. Parce qu'en fait, c'est juste 2 clics, quoi. Tu te connectes, tu cliques, autorisez-vous Livestorm à accéder aux données d'Upshot? Oui, et c'est réglé. Alors, tu peux le faire avec Zapier, et nous, on utilise aussi Zapier sur d'autres verticales, mais pour des applications qui n'ont pas encore le connecteur, justement.
Et c'est top, hein, Zapier, mais bon, c'est cher quoi aussi. Donc, quand tu mets bout à bout plein d'applications, en fait, il faut faire le calcul. C'est que tu dis, est-ce que tu prends quelque chose qui est moins cher en termes de CRM, mais derrière, tu es obligé d'avoir des connecteurs dans tous les sens et des trucs qui se rajoutent, ou est-ce que tu prends quelque chose qui est nativement compatible avec 70% des applications du marché et tu fais le ratio et tu te dis, OK, c'est juste en fait de la tranquillité d'esprit que tu achètes aussi finalement. Et le jour où tu scales et où tu te dis, bah, moi, demain, on est je sais pas, genre 100, même 200. Je pense que ça sera encore adapté. On aura beaucoup plus d'automation, beaucoup plus de workflow, de segmentation, etc. Mais et c'est quand même plutôt adapté à des montées en charge assez importantes. Donc voilà. Je pense que voilà. Ah aussi, un truc intéressant, c'est les petites tâches aussi que je trouve assez cool. Euh, concrètement, t'as tes tâches qui sont ici listées, mais je sais que tu l'as aussi sur Pipedrive. Donc, c'est des fonctionnalités basiques, évidemment, mais qui sont assez appréciées. Sur les publicités, j'en parlais tout à l'heure, et après, je pense qu'on va arrêter à la fin. On peut linker, voilà, évidemment, les campagnes Google, les campagnes LinkedIn. Alors, je vois que je partage plus mon écran. Voilà, ici, vous avez donc ici la partie marketing, publicité, intéressante. Là, vous pouvez donc du coup savoir, bon, bah, tiens, j'ai 4 contacts, voilà ce que ça m'a généré. Et tout de suite, en fait, j'associe un lead à une dépense. Donc ça, c'est assez cool. Et le dernier truc qui est bien, c'est que tu vois, tu peux créer des landing pages. On avait fait une landing page, par exemple, pour les vœux en fin d'année, où derrière, on offrait une petite boîte de chocolat à des prestats ou des partenaires, ou j'en sais rien. Et derrière, on voulait les faire atterrir sur une landing page. Donc, c'est assez. Tu vois, on l'utilise assez peu parce que finalement, mais tu vois, on avait testé des choses, une landing pour Mano Mano, etc. Cet outil-là, tu l'as en gratuit. En gratuit, tu n'as pas besoin de prendre le module marketing. Donc voilà, après, tu as des modules SEO, mais ça, c'est quand tu as ton CMS, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, HubSpot, en fait, se diversifie et rajoute, en fait, des fonctionnalités. Au début, c'était un CRM pour les sales. Après, ils ont étendu le marketing. Ensuite, après, ils ont fait du ticketing. Et maintenant, en fait, tu as le CMS où, en gros, tu peux créer ton website sous un CMS HubSpot et tu vas optimiser tes pages SEO directement, tu vois, où il te met carrément un mind mapping, etc. Et là, tu rentres dans une autre dimension, mais c'est peut-être le sujet d'un autre webinaire à ce moment-là. Oui, on pourra en parler des heures et des heures d'HubSpot, qui a Voilà, effectivement mais pas du mal coup, de en fait, fonctionnalités. voilà, c'est un outil qui, pour moi, je pense, est autant adapté à des petites boîtes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, sur Andy Planet, à l'époque, on était deux et on utilisait HubSpot. Donc, j'avais testé tous les CRM possibles imaginables, sauf Zoho, quoi. Et même Pipedrive, j'étais agréablement surpris par Pipedrive, mais je trouve qu'il n'était pas aussi connecté, aussi fourni, aussi simple d'utilisation que HubSpot. Voilà. Du coup, si tu penses avoir fait, bah, je sais qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures, mais le but c'était d'avoir au moins ta vue à toi pour avoir un premier Ouais, l'idée, retour c'était sur de ce rentrer dans le produit-là. vif du sujet, ouais, de voir un petit peu comment je l'utilise au quotidien et sur des comptes existants pour que vous ayez une idée. Mais après, on peut faire plein de choses et je pense, j'imagine plein de sujets que j'ai survolés et n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de revenir là-dessus. Carrément. Et puis quand la vie normale reprendra, à dispo pour que certains passent prendre un café au Palace pour avoir l'occasion de croiser Emmanuel. Et puis cette vidéo a été enregistrée. On la mettra en ligne dans quelques semaines si vous avez envie de la regarder à nouveau. Et puis bah, je te dis merci Emmanuel, c'était hyper intéressant, hyper Yes. complet. Je Et je réponds vais, juste, je réponds juste ouais. HubSpot n'est pas utilisable hors ligne. Je vois ça. Ah oui, d'accord. Désolé. Et puis bah, je vais réfléchir à ta proposition et à ton devis. Là, Ouais. tu vas me surveiller. Non, mais tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois que tu vas aller sur le site, en fait, je vais avoir Céline. Céline vient de visiter ton site. Je Céline viendrai vient- voir je viendrai tous les matins.
Bon, Mais en fait, tu deviens un peu parano après. Ah, putain, il a consulté mon document, je vais le relancer. trop cool. Bon, bah, merci tout le monde en tout cas. Bon appétit à tout le monde. Merci encore Emmanuel. Et puis bah, à bientôt tout le monde. Salut, Bon merci courage. encore Emmanuel. Salut.